Bienvenue tout le monde. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir à cette conférence bien importante pour notre centre de recherche. Ça nous fait plaisir d'accueillir ceux qui sont en présence. C'est vraiment un bon moment de printemps de pouvoir se retrouver face à face, en direct. Mais aussi bienvenue à tous ceux qui sont à distance, tous ceux et celles qui sont à distance. On voit quelques visages connus, ça nous réjouit de les retrouver à ce moment important pour accueillir donc notre collègue Gina Tessé, qui va alors nous offrir une conférence. Comme vous voyez, vous avez vu, décoloniser la colère, sa valeur et sa ténère épistémologique et en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Alors, Gina est professeure titulaire à la faculté des sciences de l'éducation à l'UQAM. Elle est également co-titulaire de la chaire UNESCO Démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. Elle est chercheure auprès de notre centre de recherche, Centre d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, et puis membre du conseil de l'Institut de recherche en études féministes. Elle enseigne dans les programmes de formation des enseignantes du secondaire. Ses intérêts de recherche ont trait à l'éducation transformatoire et émancipatoire en contexte de vulnérabilité multiple à partir de perspectives socio-critiques, féminisme, antiracisme, décolonialisme, environnementalisme. Elle a de nombreuses publications et donne des conférences et ateliers aux échelles locales, nationales et internationales. Avant sa carrière universitaire, Gina Tessé fut enseignante des sciences secondaires. Tout près de chez moi d'ailleurs, Gina. À deux pas. En 2006, elle fut une des lauréates du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Montréal. Alors Gina, aujourd'hui, elle va nous amener dans un territoire qu'on a peu l'occasion de pouvoir explorer et qui, avec tout un univers en fait, qui porte sur la question de la colère. La colère qui a été abordée déjà historiquement à d'autres moments. D'ailleurs, en 2019, en 8 mars, Marie-Laure Lopez, vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec, elle annonçait, lorsqu'elle parlait des luttes des femmes contre le racisme, elle disait « Notre colère est émancipatrice ». Donc, comme un élément fondamental, colère, indignation, grogne, révolte, exaspération, irritabilité, mécontentement, parfois insurrection, rébellion, enfin autant de concepts qui peuvent être associés. Sans doute, Gina va nous en parler. Et face aux injustices multiples, face à la déprédation, face à l'oppression, face à la dépossession, en fait, à la répression et aux injustices multiples que nous subissons. Alors, voilà, on parle aussi d'indignation, sans doute elle va faire un lien peut-être, mais on pourra les faire par la suite. Vous pourrez les faire avec ces mouvements d'indignés, les mouvements 15M, et qui est né à la Puerta del Sol à Madrid en mai 2011, où justement toute une population s'est mobilisée pour manifester son mécontentement face aux politiques à l'époque, et puis qui a pris une ampleur, puis s'est multiplié à travers d'autres mouvements, des indignés un peu partout dans le monde. Les mouvements Je suis 132 au Mexique, par exemple, ou Nuit debout à Paris en 2016 et autres comme ça. Donc, l'indignation, en fait, et la colère y ont été présentes à travers l'histoire. On parle un petit peu de l'histoire plus récente, mais à travers toute l'histoire, et même certains ont considéré que la colère, en fait, c'est le moteur de l'histoire. C'est le moteur de l'action politique. Alors voilà, on va entendre Gina nous parler de ce thème, et plus particulièrement de sa signification au regard de l'éducation relative à l'environnement et de l'éco-citoyenneté. À ton microphone, Gina, merci. La présentation. J'ai besoin de Samuel. Alors, merci Isabelle pour cette présentation. Oui,
à toutes et à tous, à la fois en présentiel et aussi en présence, comme on dit. En présentiel, ça énerve des gens. Et à distance, bien sûr, je remercie le Centraire, la direction du Centraire de m'avoir invité à, je préfère dire, à partager ces réflexions avec vous aujourd'hui dans le cadre du cycle de conférences. Merci, merci Samuel. Isabelle parlait de la colère, hein, on voit la colère dans les rues, dans les parcs, les gens qui marchent, etc., pour toutes sortes de causes. Moi, ce que je déplore, c'est que l'université semble encore fermer ses portes à la colère. Et donc, je pense bien qu'il y a une pertinence de penser à une valeur et à une teneur épistémologique de la colère. Et donc, ouvrons grandes les portes de l'université et laissons entrer la colère de la rue dans nos murs. Voilà, c'est ce que je vous propose sans plus tarder. Décoloniser la colère, sa valeur et sa teneur épistémologique en EREE, éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Avant-propos. D'accord? Vous allez voir, ça va vous énerver, je le sais. Mes diapos sont hyper chargés, d'accord? Mais dans un but, je sais que ce n'est pas politiquement correct avec PowerPoint de le faire ainsi, mais moi, je tiens à le faire. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que les personnes qui visionneront par la suite le document, que le document puisse parler de lui-même, même si je ne suis pas là. Alors, c'est à dessein que les diapositives sont chargées. Naturellement, je ne vais pas tout lire. J'ai mis en gras des choses que sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Donc, ne vous en faites pas. Si cela défile et que vous n'avez pas eu le temps de tout voir, si cela vous intéresse, bien sûr, vous aurez à loisir le document que vous pourrez consulter par la suite. Ça vous va? On commence? Prêt, pas prêt? On s'en va, on chemine ensemble, d'accord? Donc, c'est une réflexion que je vous propose. Donc, chemin faisant, nous allons rencontrer des gens, d'accord? Samuel m'a dit de ne pas me déplacer, donc moi, je ne peux pas m'en aller plus loin. Et donc, chemin faisant, on va rencontrer des gens, des femmes, des hommes inspirantes en ce qui concerne notre thème. Alors ici, j'aimerais d'abord reconnaître que nous sommes ici sur un grand territoire qui va presque du pôle Nord au pôle Sud, dont le nom colonial est Amérique, selon le navigateur italien Amerigo Vespucci. Cependant, en 1992, dans un désir d'affirmation décoloniale, les premiers peuples ont décidé d'appeler ce grand territoire Abya Yala, ou terre dans sa pleine maturité, ou terre vive, ou terre qui fleurit, dans la langue des Kuna du Panama. Et donc, je tenais à reconnaître cela. Avant de commencer la présentation comme telle, j'aime bien passer un petit moment de réflexion, une sorte de mise en bouche, d'entrée en matière. Et la colère, je l'ai associée beaucoup à ce tableau que vous connaissez sûrement, le cri du peintre norvégien Edvard Munch. Munch, 5 tableaux qu'il a peints entre 1893 et 1917. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'observer cette œuvre, ce tableau. Alors, ce cri, cette personne qui semble crier, ce tableau qui est connu dans le monde entier et est repris dans certaines séries. Vous avez vu cela, par exemple, lors de l'Halloween, il y a 2 ans, beaucoup d'enfants avaient ce masque qui fait penser justement au cri. Alors, qu'est-ce qui jaillit de ce tableau, le cri de Munch? Une personnalité tourmentée, torturée? Apparemment, lui-même, Munch l'était. Une personnalité dépressive? Apparemment, dans sa famille, sa sœur notamment, etc. Et lui aussi, fort probablement, il y avait aussi de la dépression. Le désespoir, l'anxiété, l'angoisse, il aurait écrit peu avant
peu avant 1893, effectivement, qu'il ressentait de l'anxiété. Un cri de folie émanant du personnage, tel qu'on le voit, cette bouche en haut, on a l'impression que le cri sort de la bouche du personnage. Fort probablement aussi, puisque c'est une œuvre autobiographique, donc on a l'impression que c'est Munch lui-même qui est en train de crier, effectivement. Du moins, à première vue. Mais apparemment, selon un message, une lettre qu'il aurait écrite peu avant, il dit « Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. » Donc, c'est ce qu'il a écrit dans son journal intime le 22 janvier 1892. Et donc, on comprend autre chose maintenant. Le cri ne vient pas du personnage. Donc, le cri ne vient pas de Munch, je dirais au conditionnel, ne viendrait pas de Munch. Le cri viendrait de la nature elle-même. Rouge sang, éruption, secousse, turbulence, poussière de particules. Et donc, le personnage serait assourdi, effrayé par ce cri, devenant lui-même effrayant lui-même en entendant ce cri. Vous voyez? Et donc, c'est une relecture de ce tableau de Munch. Et en ce sens-là, on peut dire que c'est la nature elle-même qui est en cri. C'est la nature elle-même qui est en crise. C'est la nature elle-même qui est en colère. Et donc, je pense que ce tableau symbolise bien le thème de la présentation. Bon, naturellement, au Québec, quand je vois la nature en cri, j'ai envie de mettre crise avec un S et j'ai envie de mettre cri avec deux S également. Bien sûr, je ne le dirai pas avec deux S, OK? Alors, la réflexion sur la colère, chemin faisant, bon, introduction, je l'ai fait. Des mots et des images de la colère, vous voyez, il y a 6 sections. Des expressions de la colère, colonialité de la colère, décoloniser la colère, qui est le thème principal, une épistémologie décoloniale de la colère, et enfin, des colères décoloniales en action en ce qui concerne l'éducation relative à l'environnement. Donc, encore une fois, on voit que la colère réfère à des images d'orage, donc d'éclairs, de tremblements de terre, de tsunamis, de volcans, donc beaucoup de turbulences, beaucoup de presque chaos comme ça. Des mots et des images de la colère. Ici, c'est la photo d'une momie péruvienne qui se trouvait à Londres lorsque Munch a fait un stage à Londres, et on pense qu'il se serait inspiré du visage de cette momie péruvienne pour son tableau Le Cri. Alors, la colère en Occident, hein? Donc, on voit ici que selon Éric Gagnon, qui a écrit une anthologie là-dessus, les représentations de la colère traversent finalement les siècles en Occident avec avec des teintes différentes selon, mais quand même de manière assez négative tout au long de ces derniers siècles. Alors, on peut remonter même avant Jésus-Christ à Homère dans l'Iliade. Trajet, hein, on pense à Achille notamment. Pour Sénèque, de Hira, 1er siècle après Jésus-Christ, et donc la colère est une passion plus que toute autre affreuse et enragée. Pour saint Thomas d'Aquin, bien sûr, l'un des 7 péchés capitaux du possédé. Dans Dante et l'enfer et le purgatoire, on voit la colère comme une condamnation au purgatoire ou à l'enfer. Si on va plus près de nous maintenant au XXe siècle, on voit la colère comme étant une caractéristique naturelle, hein, on pourrait dire, des hommes de pouvoir, des hommes de caractère. Au contraire, la colère est bien vue. Pour la colère est bien vue, on pense à notre regretté Michel Chartrand, par exemple, une posture irréfutable de lutte de syndicalistes, activistes, etc. Donc, somme toute, la colère redevient positive pour les mouvements sociaux de lutte contre l'oppression au XXe siècle, donc de mouvements, Isabelle en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un geste politique, la manifestation de l'indignation.
tu en parlais tout à l'heure, Isabelle, l'indignation des opprimés et du refus, l'expression d'un refus de l'oppression. J'ajoute les mouvements environnementaux de protection de l'environnement dont nous avons eu de nombreux témoignages, de nombreux exemples au cours du XXe siècle, mais aussi durant le XXIe siècle. Action de participation, on pourrait dire, engagement citoyen, engagement éco-citoyen, en tout cas, tout ça, ce sont des luttes nécessaires pour la transition socio-écologique. Non? Donc, on voit que la colère, finalement, c'est un thème qui passionne, qui a intéressé des philosophes, des activistes, etc. Si, on poursuit donc notre promenade. Alors, la colère via des images, on vient de voir la colère via des perspectives philosophiques et autres. Alors, si on regarde des images, allez sur Google et regardez des images liées à la colère, embarras, hein, la colère est associée à l'embarras. Ça vous est sûrement arrivé, votre enfant qui se met en colère en pleine ces gens-là ne savent pas éduquer leur enfant. Il y a une sorte d'infantilisation de la colère. La colère est beaucoup associée à des enfants qui ne savent pas encore contrôler leurs émotions. Et donc, quand ce sont des adultes qui sont en colère, ça voudrait dire que ces adultes n'ont pas dépassé le stade d'enfance et donc ils n'ont pas appris à contrôler leur colère. Ça suppose aussi une perte de contrôle de soi, la déraison. Ça, c'est important, hein, la déraison, ce qui veut dire une perte de rationalité. Et là, on est dans l'irrationalité et on sait comment en Occident, rationalité et irrationalité sont en tension dialectique naturellement au profit de la rationalité. L'idée de menace, l'idée à cause des débordements possibles, l'idée de déshumanisation, hein, il y a une association avec des animaux sauvages, hein, ici le félin. D'accord? La colère comme force aveugle destructrice, donc il faut contrôler, qu'il faut réprimer, qu'il faut punir. Et la colère, à la limite, quand ça devient positif, c'est une énergie, en tout cas, à contrôler de manière à ramener cette énergie à un niveau socialement acceptable. Donc, on voit que les images de la colère sont, somme toute, expriment, somme toute, des représentations sociales négatives. Maintenant, d'autres, heureusement, des livres, maintenant, nous amènent une vision plus positive de la colère. Ici, j'ai mis plutôt des livres. J'aime bien l'idée, selon Sophie Galabru, une émotion vitale. Et ça, on devrait le reconnaître d'emblée. D'abord, la colère est une émotion, et comme toute émotion, elle est vitale. Ça va? Caroline Jambon nous dit, c'est un garde un système de protection de l'être, la colère. La colère comme énergie à transformer en sagesse, Thich Nhat Hanh, sagesse qui se construit, pouvoir des femmes. Hein, la colère comme pouvoir des femmes. Ça, beaucoup de livres dans les perspectives féministes l'ont abordé ainsi. Et le désespoir des femmes, hein, qui exprime aussi un désespoir à travers la colère. Ça exprime aussi des besoins non satisfaits. Ta-Nehisi Coates nous amène ici dans ce sens de transmission intergénérationnelle de la notion de colère dans ce fameux talk dont vous avez sûrement entendu parler, qu'ont les parents noirs avec leurs enfants. Comment passer alors d'une équation coloniale de la colère, parce que ces représentations négatives de la colère ont pour but de mettre un peu une chape de plomb, hein, sur l'émotion qui voudrait sortir, il faut tout de suite la réprimer. Et donc, c'est du colonialisme, c'est la colonialité en marche. Et donc, comment passer d'une équation coloniale de la colère à une équation décoloniale de la colère? Alors, l'équation coloniale, je la mets ici, opprimé plus colère, hein, associée à la déraison, à la violence, à la destruction. Comment faire maintenant pour que les opprimés en colère soient vus tout simplement comme des dynamiques de transformation socio-environnementale à l'échelle collective et des dynamiques d'émancipation à l'échelle individuelle, donc pour la justice sociale.
Maintenant, des expressions de colère décoloniale. Donc, bien sûr que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas les premières personnes à penser à cela. D'autres avant nous l'ont fait. Et j'aimerais commencer avec Frantz Fanon, que vous connaissez sûrement, Les damnés de la terre. Dans son livre, son livre est un long cri, un immense cri de colère. Fanon nous dit la colonisation est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. Pour lui, c'est ça la colonisation. Et donc, d'où l'importance d'aborder des perspectives décoloniales. Et donc, en ce sens-là, c'est un précurseur, Fanon, important du paradigme de la décolonialité. Aimé Césaire, martiniquais également, son discours sur le colonialisme en 1950 a fait époque, est encore en référence. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Aimé Césaire? Et je dis, de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir à extirper une seule valeur humaine. Et donc, pour Césaire, ça va, colonisation et civilisation ne vont pas du tout ensemble. En ce sens-là, tant qu'il y a colonisation, sous quelque forme que ce soit, il ne peut y avoir civilisation. Il n'y a pas de réelle civilisation. Paulo Freire, qui a un peu déclenché ma réflexion sur la colère avec donc sa pédagogie des opprimés, que vous connaissez sûrement, c'est devenu entre guillemets une Bible, littéralement. Alors, Paulo Freire nous dit, tant que leur ambiguïté subsiste, les opprimés luttent rarement et n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils croient de façon diffuse, magique, à l'invulnérabilité de l'oppresseur, à son pouvoir. Et donc, en relisant, il y a en 2018, on a fêté le 50e anniversaire de la première édition de la pédagogie des opprimés, en tout cas en portugais. Et donc, je me suis mise à relire le livre de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Et là, surprise, mais totale, Paulo Freire, pour moi, c'est l'amour radical, non? Pour vous aussi, c'est la conscientisation sociocritique, c'est le dialogue, c'est la dialectique, on apprend ensemble, on s'éduque ensemble, etc., etc. Et plus je lisais, et plus je voyais le cri de Munch. J'entendais le cri de Paulo Freire. Et c'est là que j'ai ressenti que cet homme, en fait, il est en colère. Il est en colère. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de la colère de Paulo Freire. Oui, de son amour radical, mais jamais de sa colère. Et là, je découvre que finalement, Paulo Freire, ça va, sa pédagogie des opprimés, en fait, est une déconstruction de l'oppression éducative. C'est une pédagogie ancrée dans la colère des opprimés. Un dialogue de lutte contre l'oppression, un humanisme ancré dans l'indignation dont parlait Isabelle tout à l'heure, dans l'indignation, dans la colère face à l'oppression, et même son amour radical, en fait, il ne vient pas seul, son amour radical est toujours en tension dialectique avec sa colère. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma relecture de Paulo Freire, mais pour moi, et je trouve ça important de le dire, pour moi, Paulo Freire est un penseur de la colère des opprimés. D'autres personnes m'ont influencé également. Ici, il s'agit de Françoise Vergès. Malheureusement, on ne voit pas...
sa photo, ici, militante féministe décoloniale. Hein, elle s'affiche et elle s'assume vraiment dans la décolonialité et en intersectionnalité avec le féminisme. Et donc, elle parle de décolonisation des savoirs, décolonisation de l'esprit, désapprendre les savoirs toxiques. Et donc, il s'agit bien d'une théorie féministe de la violence. Elle a écrit là-dessus pour une politique antiraciste de la protection, maltraitance, harcèlement, agression, viol, etc. Donc là encore, c'est une personne qui exprime sa colère. Une autre, alors, c'était Françoise Vergès. Ici, une autre personne, Taubira, que vous connaissez sûrement, récemment candidate à la présidentielle, aux présidentielles françaises. Ici, Taubira aussi, elle est connue comme celle qui a à l'origine de la loi, hein, la loi Taubira, la reconnaissance de la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et lorsque vous l'entendez parler, Taubira, elle est très démonstrative, etc. Et donc, on ne fait pas que deviner sa... Elle exprime sa colère. Et donc, ici, j'aime bien cette phrase. Je refuse qu'on m'oblige à renoncer à l'intelligence. Et j'ai l'impression que lorsqu'on réprime la colère des opprimés, ce qu'on fait, c'est qu'on veut les priver aussi de leur intelligence. Parce que dans la colère, comme Audre Lorde va nous le dire, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de connaissances. Ici, Audre Lorde, justement, une personne très importante aussi pour moi en ce qui concerne la colère. Elle dit la colère est une réponse à l'oppression, à toute oppression. D'accord? Il y a un devoir de colère. Devoir de colère à toute oppression, c'est ce qu'elle nous dit Audre Lorde. Et elle dit de se méfier de la peur de la colère parce que cette peur nous garde bâillonnés et bloque l'épanouissement de l'être. La colère, ici, est essentiellement une émotion de transformation pour Audre Lorde, d'accord, qui amène à développer son vouloir agir, son pouvoir agir, son savoir agir. Et donc, priver la personne de sa colère, c'est aussi la priver de son vouloir, savoir, pouvoir agir. Elle dit que la colère des femmes noires est essentiellement une émotion d'émancipation. Or, on sait que dans les représentations sociales, ça va, les femmes noires en colère, d'abord, on les voit comme des personnes toujours en colère, d'accord? Et puis, c'est une colère qui est très, très, très mal vue. L'objectif de la colère est constructif. C'est la transformation et l'émancipation. Et Audre Lorde fait une différence entre la haine et la colère. Pour elle, la haine a un but de destruction, mais la colère a un but de construction, de transformation. Chaque femme, donc de son point de vue féministe, afroféministe, elle invite chaque femme à faire connaissance avec sa colère, avec cette grande réserve d'énergie, de colère, qu'elle dit toute femme, et toute femme noire en particulier, devrait avoir une bonne réserve de colère. Pour elle, la colère est riche en énergie, en information et en pouvoir. Et la colère, donc, c'est une source d'initiation, donc c'est pour mettre de transformation et de l'émancipation. Alors, donc, l'équation, malgré tous ces écrits, malgré tous ces mouvements, etc., malheureusement, l'équation de la colère demeure la même. C'est une équation coloniale, colère, opprimé plus colère égale déraison. Okay? Alors, on dit, bon, pourquoi faut-il décoloniser la colère? Vous allez me dire, c'est le titre de la présentation. Vous me dire, mais Gina, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que la colère est le moteur clé pour mener les luttes contre l'oppression et transformer la colonialité qui donne lieu à l'oppression. Or, la colère elle-même, elle est sous occupation. La colère elle-même est coloniale. Donc, vous avez un instrument pour vous aider à combattre. Cet instrument lui-même se révèle colonial. D'où l'importance de décoloniser l'instrument pour mieux lutter contre l'oppression. Donc, le moteur des luttes contre la colonialité doit lui-même être décolonisé. Voilà pourquoi. Colonialité de la colère. Alors, la notion de colonialité, je m'inscris dans plusieurs cadres, mais notamment le cadre théorique développé par le sociologue péruvien Aníbal Quijano.
D'accord? Alors, Hannibal Quijano a développé tout un cadre théorique concernant le concept de colonialité. Et pour lui, la colonialité veut dire une matrice coloniale de pouvoir. Cette matrice coloniale de pouvoir repose sur 4 grands piliers. Ça va? Un premier pilier qui est l'exploitation. Économie politique d'exploitation capitaliste de la force de travail. La force de travail étant les personnes mises en esclavage, racialisées, genrées, etc. Mais aussi l'exploitation capitaliste, extractiviste des ressources de la nature. Deuxième, savoir. La colonialité de savoir, une hégémonie épistémologique et culturelle eurocentriste en ce qui concerne les savoirs et qui vont instaurer cette dualité rationnel, irrationnel, blanc, non blanc, homme, femme, esprit, corps, etc. Tout ce dualisme à l'intérieur nous mouvoir, tant ces dualismes sont ancrés dans nos épistémologies. Troisième, pour Quijano, la notion de race et le racisme inhérent nous vient directement de la colonialité. Donc, la domination ethno-raciale a été pensée pour mieux exploiter, justement. Donc, intersectionnalité des points d'oppression, bien sûr, répression de la colère des opprimés. La penseure féministe argentine, Maria Lugones, elle va critiquer un peu le cadre théorique de Quijano et elle va ajouter le genre. Pour elle, la colonialité, à la base de la colonialité, il y a cet autre pilier qui est le genre, une domination patriarcale qui va donner lieu au sexisme, à la misogynie, etc. Là encore, répression de la colère des opprimés en ce qui concerne le genre. La colonialité, parce que c'est de la même famille, on peut penser que c'est associé à la colonisation. Or, Quijano nous dit que la colonialité est bien antérieure à la colonisation effective politique des sociétés. La colonialité, en fait, remonte dès que Colomb a déposé le pied, d'accord, a fait ses premiers pas, sur cette terre, Abya Yala, d'accord, on peut dire que la colonialité a commencé. Et c'est pourquoi j'ai mis ici la photo d'une des caravelles de Colomb qui débarque. Et donc, nous sommes dans ce paradigme de la colonialité qui a donné lieu à la modernité occidentale. Pour Quijano, la modernité occidentale est née dans la matrice de cette matrice de pouvoir qu'est la colonialité. Et donc, ça fait 530 ans cette année, 1492 à 2022, 530 ans exactement. Colonialité, matrice hégémonique de savoir, matrice hégémonique de pouvoir. Donc là, je développe un peu la diapo précédente. Matrice hégémonique de savoir, infériorisation de l'autre. Hein? L'autre ne sait pas. Et donc, l'autre est différencié, autrisé, infériorisé, supprimé, déshumanisé, zoïfié, hein, associé aux animaux, aux singes notamment. L'exposition, les zoos humains, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, hein, les zoos humains qui ont fait fureur pendant plusieurs années, plusieurs décades. Donc, infériorité de l'autre, supériorité de l'Européen, bien sûr, en image miroir, supériorité de l'Européen de manière corporelle, hein, en son corps, son phénotype émotionnel, ses émotions, les QI, l'intelligence, et aussi spirituelle, notamment en la notion de moralité comme des gens naturellement moraux. La matrice hégémonique de pouvoir, donc pouvoir sur les personnes, ou les groupes, les communautés, la société, et aussi pouvoir sur la nature. Alors, la société, exploitation, patriarcat, sexisme, genrisme, la traite, l'esclavage, le racisme, classisme, féminicide, génocide, etc. et autres violences, tout ça donc s'inscrit dans cette hégémonie de pouvoir. Et sur la nature, pour ce qui nous intéresse aussi, l'exploitation
intensive, d'accord, monoculture intensive des denrées au sud, extractivisme sauvage, capitalisme forcené, saccage de la nature, écocide, urgence climatique à laquelle on fait face maintenant. Tout cela s'inscrit donc dans cette matrice hégémonique de pouvoir sur la nature. Et donc, tout ça, vous voyez comment on peut, Quijano, ce qu'il fait, il relie le tout donc à cette notion de colonialité, donc qui nous permet d'avoir un cadre théorique, conceptuel, fertile aussi à développer. Décoloniser la colère, c'était cela le but. Bon, comment est-ce qu'on fait ça, décoloniser la colère? Maintenant que je vous ai dit pourquoi il faut décoloniser la colère, comment pour répondre à la question, je n'en sais rien, mais voici les réflexions que je vous propose. Décoloniser la colère suppose de déconstruire la colonialité dont je viens de parler. Déconstruire la colonialité, cette matrice de pouvoir, savoir, race et genre. Et ça dans tous les pays. Il ne s'agit pas de dire ici c'est ça, ici c'est là. Non. Depuis 1492, l'Europe a colonisé de nombreuses terres dans le monde, dont la terre où nous nous trouvons maintenant, Abya Yala, ça va, et a exporté ses représentations, ses savoirs, ses visions du monde partout ailleurs. Et donc, il ne s'agit pas de localiser ces dynamiques-là. Débusquer les dynamiques sociales systémiques qui bâillonnent la colère, la punissent, la répriment, etc. Okay? Surtout chez les opprimés, bien sûr. Et quand je dis opprimés, je peux penser femme noire, petite, qui est en train de vous parler, comme moi, mais dites-vous que moi, je m'inscris en fait dans cette pensée de Paulo Freire. En fait, nous sommes toutes et tous opprimés d'une manière et nous sommes toutes et tous oppresseurs aussi. Ça va? Et donc, les femmes sont des oppresseurs aussi dans certaines situations. Vous voyez? Et les hommes sont aussi des opprimés. Donc, il ne faut pas voir ça de manière dichotomique. Il y a un groupe de personnes totalement opprimées, totalement oppresseurs. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Nous nageons, nous sommes tous à la fois, toutes et tous, à la fois oppresseurs et opprimés. L'idée, c'est de débusquer dans quelle situation je suis en train d'opprimer l'autre et dans quelle situation je suis en train d'être opprimé. Donc, pouvoir, nous sommes toutes et tous dedans. Diverses perspectives éco-sociocritiques abordent la colère de manière décoloniale, l'afroféminisme, Audre Lorde par exemple, l'écologie décoloniale, l'indigénisme, la théorie raciale critique également, et de nombreuses autres perspectives décoloniales qui sont en train de bourgeonner. Elles étaient déjà là, n'avaient pas voix, surtout dans l'académie, mais maintenant, elles se font entendre de plus en plus, ces perspectives décoloniales issues du Sud. Décoloniser la colère exige aussi une double vigilance, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il s'agit à la fois de décoloniser le moteur de la chose, l'instrument clé, et en même temps de mener la lutte décoloniale. Décoloniser aussi, Hannibal Quijano nous dit justement, pour la décolonisation du pouvoir, quel que soit le cadre de référence, concret de référence, il importe dès le départ de décoloniser toutes les perspectives de connaissance. Et là, en tant que chercheurs, professeurs, étudiants, chercheurs, etc. Je crois que nous sommes directement interpellés. Je pense que, là, j'interprète Hannibal Quijano, d'accord? Je pense que Hannibal Quijano est en train de nous dire, il faut soulever chaque pierre. Chaque pierre de savoir doit être soulevée. Regardez, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Débusquer les dynamiques de colonialité dans ces savoirs-là. Alors, décoloniser la colère, pour Audre Lorde, selon Audre Lorde, suppose aussi de s'approprier ce que la colère nous apporte. Audre Lorde nous a dit, la colère est riche en énergie. Ah, bien sûr, on le voit. Ça, on le savait déjà. Moi, je le savais. La colère est riche en énergie. Ce que je ne savais pas et que Audre Lorde m'a ouvert les yeux un petit peu, la colère est riche aussi en information. Ah, c'est intéressant, la colère. Quelles sont les informations que nous apporte la colère? Mais il faut l'écouter, la colère, pour prendre connaissance de ces informations. La colère aussi est riche de réappropriation de pouvoir sur soi, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment.
Et donc ça, je trouve, en faisant dialoguer ces trois, l'énergie, l'information et le pouvoir sur soi, je pense que c'est une bonne manière aussi de décoloniser la colère. Enfin, je me dis, oui, mais à quoi ça sert alors cette information apportée par la colère? Alors, je vous invite, je vais partager avec vous, vous me direz si vous êtes d'accord, à l'instar de notre chère Lucie Sauvé, je pense que cette information peut servir à la transformation des rapports, de nos différents rapports à commencer par rapport à soi, nos identités, rapport à l'autre, nos altérités, et je dis tout ça au pluriel, nos rapports à la cité, donc nos citoyennetés, nos rapports au monde, nos citoyennetés mondiales, nous sommes aussi citoyens du monde, et nos éco-citoyennetés mondiales, donc nos rapports à oikos. Je pense qu'aller puis chercher la colère, prendre contact avec cette colère organique qui vient littéralement de la matrice, ça va donc nous permet de glaner des informations justement pour mieux faciliter la transformation de nos rapports à. Alors je sais que pour Lucie, justement, elle parle de l'éducation relative à l'environnement comme étant justement une manière de transformer nos rapports à soi, à l'autre, au monde et à l'environnement. Et donc, mais qu'est-ce qu'il faut pour allumer cette transformation de rapport à, je pense que justement la colère pourrait être considérée comme une source d'initiation de cette transformation. Et maintenant, la colère, toujours, si on veut donc l'inclure, d'accord, donc lui donner une sorte de cadre, la voir comme un cadre de référence, et donc considérant son ontologie, l'ontologie de la colère, une émotion vitale des opprimés. Okay? Je parle de la colère décoloniale. La colère décoloniale est du point de vue des opprimés. Donc, une émotion vitale des opprimés. Que cette chose en nature, qu'est-ce que c'est que son essence, son action, quelles sont ses finalités, quels sont ses objectifs, buts, finalités, ça va? L'éthique de la colère. Il y a une éthique de la colère, donc le chemin à poursuivre doit se faire donc selon cette éthique de la colère et encore une fois selon les perspectives des opprimés, les personnes opprimées. L'épistémologie de la colère, donc on a bien une éducation à la colère. Vous allez me dire, mais non, c'est quoi ça, Gina? Tu veux que les enfants et tout, les adultes prennent eh bien oui, et je pense que le résultat, ce qu'on voit maintenant, ce à quoi on assiste, ces conflits, ces guerres, larvées ou bien qui dégénèrent, qui éclatent, etc. Cette violence sociale, environnementale, etc. Je pense qu'on peut dire qu'il y a là, faire un diagnostic, il y a là un échec de notre éducation à la colère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, épistémologie, transformation des rapports à soi, bien sûr, réappropriation du pouvoir sur soi, les langages aussi, faire attention aux langues. Et on est justement dans la décennie internationale des langues autochtones, faire attention aux langues, faire attention au langage, parce que tout cela, ce sont des univers qui façonnent notre esprit, notre pensée. Revalorisation de l'oralité et des savoirs autochtones. Et là encore, décoloniser veut dire aussi remettre en jeu l'oralité des personnes, ne plus se fier uniquement sur l'écrit. Ça va? Praxéologie, donc des praxis dialectiques, dialogiques, on fait référence à Paulo Freire, bien sûr, conscientisant, transformatoire, émancipatoire, des réflexions dans, par, sur, pour l'action décoloniale. La prise de parole est importante, la participation citoyenne engagée, démocratique, un devoir de colère. Pour faire un clin d'œil à Isabelle, j'ai mis au-delà de l'indignation, parce que selon moi, il y a quelque chose de plus dans la colère, une énergie de plus, une information de plus ou une réappropriation du pouvoir sur soi de plus que l'indignation. On pourra en dire tout à l'heure. Une épistémologie décoloniale de la colère. Regardez combien de temps. C'est bon. Alors,
Quijano et aussi Dussel et aussi d'autres penseurs, sociologues, féministes de l'Amérique latine, des Amériques, on pourrait dire, centrales, Quijano, l'Amérique du Sud, mais aussi le Mexique, l'Argentine, en tout cas les Amériques et aussi d'autres aux Antilles. Et tout ça nous disent que, vous savez quoi? Nous sommes dans un changement de paradigme. De 1492 à 2022, 530 années. En 1492, la colonialité, la modernité occidentale est née avec la colonialité. Elles sont tissées, serrées ensemble. Colonialité et modernité occidentale. Et bien maintenant, nous sommes dans un changement de paradigme, le paradigme de la décolonialité. Et donc, le mouvement s'inverse. Dans la colonialité, nous avons un mouvement centripète, ce qui veut dire vers le centre, vers la métropole. Hein? D'accord? Rien ne se passe à la périphérie. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de, etc. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de culture et encore moins de civilisation. Non? Alors, le mouvement est, le tropisme est centripète, vers le centre. Avec le changement de paradigme, il nous invite donc maintenant à retourner le mouvement. Okay? Après 530 ans, maintenant le mouvement centrifuge, ce qui veut dire quitter le centre et rayonner vers les périphéries. Et ça ne veut pas dire à supprimer le centre, ça va? Mais avoir ce tropisme aussi vers ce qui se passe dans les périphéries, vers ce qu'on appelle les Suds globaux. Et donc, plus de 500 ans après la modernité coloniale, cette nouvelle modernité s'inscrit dans le paradigme de la décolonialité. On peut dire aussi qu'un nouvel humanisme est proposé, okay? À partir des perspectives maintenant des Suds. L'universalisme colonial, sans l'autre, contre l'autre et au détriment de l'autre, fait place au pluriversalisme pour l'autre et au bénéfice de toutes et de tous, Sud et Nord, Est et Ouest. Donc, ces penseurs-là pensent pluriversel plutôt que universel, puisque l'universel colonial a exclu tout le monde, sauf l'Europe, sauf la pensée européenne. L'éducation du 21e siècle, alors, a un défi, ça va? Elle doit viser un autre monde qui est déjà en marche, selon Boaventura de Souza, qui nous invite aussi, bien sûr, à nous pencher sur des épistémologies des Suds. D'autres cultures, d'autres manières de se relier à la nature, au monde et à l'économie. Et il y a Dussel qui nous invite aussi à questionner les connaissances disciplinaires, okay? Revisiter les connaissances disciplinaires pour aller mieux débusquer la colonialité qui, de toute manière, imprègne nos savoirs, nos connaissances, ce que nous enseignons. Mais pourquoi? Parce que les disciplines sont nées dans cette matrice coloniale. Hein? Pensez à toute la navigation, pensez à la cartographie, pensez à la biologie, pensez à la faune, l'étude de la faune, l'étude de la flore, etc., etc., l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie. Tout ça, ce sont des disciplines qui sont nées dans la matrice coloniale et donc qui sont elles-mêmes imprégnées de colonialité. Alors, doit-on aller vers une utopie éducative nécessaire, comme nous dit Jacques Delors? Moi, je pense que oui. L'utopie, pas comme un non-lieu, mais l'utopie, en tout cas, comme un meilleur lieu de vivre ensemble, de buen vivir. Alors ici, il y a quelqu'un, une autre personne qui m'inspire beaucoup. En 2019, il a écrit un livre dont nous avons déjà discuté, Hugues et moi, Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen. Et il l'a publié en 2019. Et donc, je pense que cette proposition de Malcolm Ferdinand ouvre tout un champ d'études et d'actions écologiques, à la fois ontologiques, épistémologiques, mais aussi politiques, éthiques, et il le dit lui-même, esthétiques. Il dit qu'il s'est attelé à articuler donc, la confrontation des enjeux écologiques contemporains avec la fracture coloniale,
Pour Ferdinand, fracture coloniale et fracture environnementale vont de pair. Et il dit même que, en fait, la fracture environnementale a commencé avec la fracture coloniale dans cette colonialité et ça s'est renforcé avec les processus effectifs politiques de colonisation des territoires. Alors, la modernité occidentale capitaliste s'est jouée en grande partie dans cet espace archipélique caribéen. 3 continents se sont rencontrés. D'accord? Et plusieurs peuples d'Europe se sont rencontrés pour faire des affaires. D'accord? Grande partie dans cet espace archipélique caribéen. L'or, la canne à sucre, notamment. L'or, la canne à sucre, le café, le coton, l'indigo, le tabac, les vivres, les animaux de trait, force de travail des enfants, force de travail des femmes, force de travail des hommes. L'esclavage. Sur les plantations. Et c'est ce qui va amener Ferdinand à dire que finalement, oui, on parle de l'ère de l'Anthropocène, pour parler de cette empreinte de l'être humain sur la planète, mais lui, il parle aussi du Plantationocène. Pour lui, développement du concept de l'ère plantationocène pour démontrer l'importance, mais aussi et surtout l'impact des cultures intensives sur les sols des plantations au profit de l'Europe, puisque toutes ces cultures intensives, étaient faites dans le but de fournir à l'Europe les produits dont les sociétés européennes avaient besoin. Uniquement cela. Il va parler aussi de l'habité colonial, évoque les rapports coloniaux à la nature qui sont particuliers aux Caraïbes. Donc, il y a bien une écologie spécifique qui s'est développée là au sein de cette matrice coloniale qu'est la colonialité. Et donc, des enjeux écologiques passés et présents sont encore imprégnés de la colonialité omniprésente. Et donc, pour Ferdinand, lorsqu'on considère ce qui se passe dans les Antilles, notamment, par exemple, dans mon pays d'origine, Haïti, bon, des fois, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. L'érosion, etc., etc. Mais il faut penser, il faut inclure dans le regard qu'on porte sur ce qui se passe dans cette région-là, il faut inclure aussi la colonialité omniprésente, bien après la fin des colonisations politiques. Donc, la colonialité existait bien avant la colonisation politique et subsiste bien après la fin des colonisations politiques. Vous voyez? Alors, quels sont les enjeux et défis pour l'éducation relative à l'environnement? J'ose vous proposer cette réflexion. On pourra voir tout à l'heure si vous êtes d'accord et comment vous recevez cela. J'ai scindé donc pour la recherche d'une part et pour l'enseignement et la formation. Pour la recherche, admettre comme Thomas Kuhn que nous faisons notre train-train de recherche dans ce que Kuhn appelle la science normale. Et cette science normale, quelle que soit notre discipline, éducation ou autre, cette science normale se déroule dans un paradigme actuel de colonialité. Sauf que il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Un changement de paradigme est en cours, le paradigme de la décolonialité, comme je le disais tout à l'heure. Alors, sommes-nous prêtes et prêts, en tant que chercheurs, à accepter cela? Perspective et donc, ce paradigme de la décolonialité se déploie dans des perspectives socio-critiques, mais pluriverselles, donc de diverses souches, diverses cultures, et les écologismes, les féminismes, les indigénismes, et tout ça, ça doit être au pluriel, puisqu'il n'y a pas un féminisme, un indigénisme, etc., si on veut tenir compte justement de cette pluralité de voix. OK? Élaborer nos problématiques en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de manière pseudo-centrée plutôt que nordo-centrée. Sommes-nous prêtes? Prêts? Sommes-nous prêtes à poser nos questions de recherche autrement? Parce que déjà, dans la manière de poser des questions, la colonialité, elle est déjà présente.
Sommes conceptuelle, d'accord, de manière à adopter ou bien à intégrer ou bien fusionner, à tisser ensemble des cadres théoriques conceptuels décoloniaux. De la même manière, sommes-nous prêts? Nous sommes vraiment, en tant que chercheurs dans la colonialité, on nous demande le sacro-saint cadre méthodologique. Sommes-nous prêts à questionner, à remettre en question nos cadres méthodologiques, comme nous invite à le faire depuis des années déjà Linda Tuirwe-Smith de la Nouvelle-Zélande, Maori de la Nouvelle-Zélande, chercheur Maori, et Marie-Baptiste aussi du Canada. Sommes-nous prêtes et prêts à remettre en question nos cadres herméneutiques, ce qui veut dire aller se mettre ensemble à co-construire, reconstruire nos cadres herméneutiques? Sommes-nous prêts en tant que chercheurs dans l'académie, dans une université universitaire, académique dans le monde? Parce que c'est ça la décolonialité. La décolonialité, ce ne sont plus des savoirs pour des savoirs, ça va? Il faut accepter, il faut inclure, il faut faire entrer les activistes, comme je le disais tout à l'heure, faire entrer aussi à l'intérieur de l'académie. Mais sommes-nous prêtes et prêts à nous considérer comme des chercheurs activistes? Sommes-nous prêtes et prêts à concilier les enjeux d'être un chercheur avec les enjeux d'être des activistes? Selon bien, non, d'accord? Les deux ne vont pas ensemble, ça va? Mais selon une perspective décoloniale, vous savez quoi? On marie, on tresse, on tisse, on danse le tango ensemble. J'adore le tango. Et je danse le tango. Bon, voilà. Et donc, les vôtres. Et en ce qui concerne l'enseignement et la formation, aborder en un seul tenant les fractures environnementales et les fractures coloniales, comme Malcolm Ferdinand nous le propose. Sommes-nous prêtes et prêts à déconstruire la colonialité des savoirs disciplinaires que nous enseignons, écologique? Sommes-nous prêts et prêtes à intégrer l'épistémologie de la colère en éducation et formation, en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté? Et je me suis dit, et si l'éco-anxiété dont on parle tant, et si c'était dû à une sorte de suppression de la colère? Je ne sais pas, je vois Laurence qui est là, je ne sais pas. Pas d'accord avec moi, mais je me suis dit, mais j'imagine, okay, si on ne se sent pas de pouvoir de changer les choses, de vouloir ou de savoir changer les choses, mais effectivement, on ressent de l'anxiété. Et donc, voilà. Sommes-nous prêtes et prêts à re-questionner la question du local en environnement? Et je vous pose la question. En environnement, y a-t-il vraiment des enjeux locaux? Je sais qu'on a fait ce néologisme local, global, glocal, etc. Mais maintenant, je me demande même, y a-t-il vraiment des enjeux écologiques aujourd'hui qui soient tout simplement locaux, situés spécifiquement dans une aire géographique donnée? Je commence à avoir des doutes. Sommes-nous prêtes et prêts à construire des éco-citoyennetés mondiales dans le sens de la mondialité, pas dans le sens de la mondialisation, dans le sens de la mondialité d'Édouard Glissant? Édouard Glissant qui nous parle de racines rhizomiques plutôt que de racines de souches uniques. Et donc, pour lui, c'est ça. Et la mondialité d'Édouard Glissant, pour lui, c'est tout à fait l'opposé de la mondialisation qui veut tout homogénéiser. Sommes-nous prêtes et prêts en tant qu'étudiants? Nous sommes toujours étudiants, comme dit Paulo Freire, on étudie, nous éduquons ensemble. Sommes-nous prêtes et prêts à nous considérer comme des étudiants activistes, en solidarité pluriverselle avec le monde? Sommes-nous prêtes? Prêts?
Alors, des colères décoloniales pour terminer en action en environnement, éco-citoyenneté. Donc, c'est juste pour dire que oui, Greta Thunberg elle nous soulève, elle nous passionne, nous l'admirons tant, etc. Mais bon, à travers le monde, beaucoup de jeunes et d'autres, et leurs parents, et leur communauté, et leurs enseignantes et leurs enseignants, etc., leur village. Donc, beaucoup de personnes se soulèvent, font entendre leur voix décoloniale. Ici, des exemples en Colombie, donc je montre seulement les photos. Ici, au Ghana, à Accra, au Ghana, les jeunes se mobilisent également. Ici, au Ghana, encore, donc contre la lutte, la lutte contre le changement climatique. Et on sait que les pays des Sud, bien qu'ils soient très peu responsables des changements climatiques, sont en fait ceux qui écopent le plus des effets des changements climatiques, en tout cas pour l'instant. Et donc, eux aussi sont conscientisés, ont cette conscience environnementale. Hein? Donc, il ne s'agit pas pour les Nord d'aller apporter la conscientisation au Sud. Les Suds sont bellement conscientisés. Ici, à l'ONU, d'accord, donc représentante de son pays, d'accord, encore une fois, pour l'égalité en ce qui concerne les changements climatiques. La Colombie, et naturellement, ce sont quelques photos, mais vous en avez des tas d'autres exemples comme ça. Conclusion. Il me reste 5 minutes, alors je pense que je serai dans les temps. 5 minutes, donc je reviens avec ce cri de Munch. Mais là, on sait que, est-ce que c'est Munch ou est-ce que c'est la nature autour de Munch qui s'est complètement mise en turbulence et la nature crie, c'est la nature qui crie ou qui est en crise. Ou si vous voulez, vous ajoutez le deuxième S. Alors, la colère comme un nouvel humanisme, c'est avec quoi j'aimerais conclure. L'émotion de la colère comme source d'initiation d'un nouvel humanisme. Mais je suis sûre que je vous entends penser, vous êtes en train de dire, mais elle est complètement dingue. Elle est complètement dingue. Quoi, la colère, un nouvel humanisme? Pourquoi pas? Il s'agit donc de déconstruire, reconstruire, co-construire la colère dans ce paradigme décolonial en entretenant une triple dialectique avec l'humanisme. Alors ici, l'humanisme de la colère. Il s'agit d'aller chercher dans la colère l'énergie, libérer l'énergie qu'elle contient, de la libérer, donc en vue des transformations, émancipations des opprimés et aussi des oppresseurs. La colère des opprimés libère des opprimés, mais aussi des oppresseurs. La colère des opprimés libère les opprimés, mais aussi les oppresseurs. Quand j'ai lu cette phrase de Paulo Freire, quand j'ai relu cette phrase, j'ai eu beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis plus je la relis, et plus je la redis, et plus ça fait sens. D'où la question de l'humanisme. L'humanisme dans la colère, les informations contenues dans la colère, peut-on aller justement prendre contact avec notre colère pour être en mesure justement d'avoir accès à ces informations. C'est ça que nous allons transformer en savoir, savoir émancipatoire, savoir transformatoire. L'humanisme par la colère, maintenant la praxis de colère. Il faut pouvoir développer une praxis de colère. Donc, une praxis qui nous permet à ce moment-là de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, quelle que soit la situation d'oppression en question. Donc, de manière à pouvoir changer nos rapports à soi et nos rapports à l'autre, puisque c'est souvent dans les rapports à l'autre que l'oppression se vit et dans les rapports à l'autre que la colère est réprimée. Elle nous dit, voilà la grande tâche humaniste et historique des opprimés. Se libérer et libérer leurs oppresseurs.
Donc, ce devoir de colère, il ne nous sert pas qu'à nous opprimer lorsque nous sommes opprimés, il nous sert aussi à nous oppresseurs lorsque nous sommes dans la situation d'oppresseur. Ceux qui oppriment, continue Freire, exploitent et exercent la violence, ne peuvent trouver dans l'exercice de leur pouvoir la force de libérer les opprimés et de se libérer eux-mêmes. Donc, nous avons un devoir de colère à faire et j'espère de tout cœur et je pense que il ne peut se faire ce devoir de colère. Hein? Elle ne peut s'exercer, cette colère, se sentir déjà, ça va, se déployer, monter et se déployer dans un vouloir agir, un savoir agir et un pouvoir agir si nous n'inscrivons pas cette colère dans un paradigme de décolonialité, puisque la colonialité, c'est son but, c'est de réprimer notre colère et donc notre énergie vitale. Elle nous tue, la colonialité. Merci. Merci pour cette conférence si inspirante, si éclairante sur des aspects qu'on connaît peut-être moins, qu'on le vit peut-être un peu dans l'esprit, dans le cœur, dans l'esprit, mais sur lesquels on a peut-être moins exploré sur sa teneur, sa valeur et sa teneur. Et puis autant au niveau en fait des aspects qui concernent nos préoccupations de recherche, mais aussi nos responsabilités en tant que citoyens et en tant que militants de ce monde. Alors, je voudrais offrir la parole, s'il y en a des questions, des suggestions de commentaires à faire, mais ce serait le moment. Et Hugues, si tu veux bien t'occuper de ceux qui sont à distance, peut-être il y aurait également des questions. J'ai un commentaire à faire parce que je viens du Chili et je connais comme une épistémologie de personnes natives qui habitent au sud du Chili aussi, de la colère. Donc, ils disent qu'il y a comme trois types de colère. Il y a deux qui font partie des personnes colonisées, de la colonisation. Par exemple, une, c'est quand les personnes sans la colère, des choses qui ne peuvent pas transformer. Par exemple, quand il fait chaud, il sent la colère dans son corps. Tu ne peux pas changer ça. Oh, on ne fait pas ça, mais ce sont des personnes qui s'énervent partout. Donc, les Mapuches enseignent à ne pas avoir ces colères. Ce n'est pas de la nature humaine. Et il y a un autre qui je pense que je fais partie de la génération qui est née dans ces colères, que c'est la colère de l'oppression et de la peur, et tu dois garder silence. Et tu es victime d'oppression, mais tu dois garder le silence. Et ce type de colère va toujours faire une explosion sociale. C'est ce qui est en train de vivre aussi mon pays actuellement, après beaucoup d'années de silence. Et c'était aussi pour perdre nos cultures, parce que ça, c'est aussi pas naturel de l'être humain. Et donc, la troisième, c'est ça qu'ils connaissent déjà, c'est que quand il y a une oppression, on doit parler. Donc, je pense qu'on ne peut pas le décoloniser sans créer une communauté, sans avoir une communauté. Et c'est pour ça qu'à partir de la dictature, ils ont créé cette façon de ne pas parler avec l'autre pour justement nous assimiler. Mais quand ils ont la sagesse de parler tous les jours, tout le temps, c'est ça, comme faire la politique, c'est ça l'être humain comme politique. Et donc, quand on a eu, par exemple, l'oppression des Espagnols, ils se sont organisés en silence, mais ça ne te fait pas mal encore, ce type de colère. Parce que, par exemple, ils sont arrivés en cheval, les Espagnols, on s'organisait
on a appris à aussi les attaquer avec les chevaux, on était meilleur qu'eux. Tu vois comment en action, comment te libérer. C'est ça. Et ça peut changer dans différentes époques. Le cheval aussi, ça change. Ça peut être la technologie, ça peut être une langue. Comment tu vas l'utiliser pour te libérer. Mais on doit le faire avec une communauté. Sans communauté, on ne peut pas le faire. C'est ça. Merci beaucoup, Yvette. Merci tout à fait de nous apporter cette vue de la culture mapuche, des cultures mapuche. Merci. Virginie? J'ai comme beaucoup à faire ce que vous avez dit. En fait, c'est que, bon, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un événement dans le cadre de la classe qui est un colloque qui s'intitule Le tournant narratif en éducation. Je me disais que, en fait, cette ouverture vers le narratif, dans le fond, où on permet à d'autres de s'exprimer, de parler, c'est peut-être une façon, en tant que chercheur, finalement, d'ouvrir vers justement l'expression de cette colère-là. Puis, je pense que c'est juste une réflexion par rapport à ça. Tout à fait, oui. Écouter, être à l'écoute Oui, de cette colère à la fois. Le narratif, ça va à deux d'ouvrir vers cette expression des autres dans la recherche. Merci. Je peux te poser une question, Virginie, en retour. Est-ce que tu te vois intégrer cette colère, par exemple, dans tes méthodologies j'aime pas ce terme, collecte de données. Oui, mais en fait, dans tes rencontres avec tes participants. Je suis en train de lire sur, dans le fond, la notion d'affectivité, un peu. Je me disais... il faut garder ça vraiment ouvert, justement, parce qu'on a tendance à oublier toutes ces émotions peut-être un peu négatives, mais qui sont tellement importantes, je pense, et puis de justement garder cette ouverture-là, si on veut, dans mon idée d'interroger, par exemple, dans mon cas des enseignants du primaire, cette idée de spécifier, en fait que toutes ces émotions, les émotions, ben, même si en fait, je dis que la colère est négative, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus dans le sens où, comme moteur d'action, finalement, d'identifier ces moteurs d'action-là qui soient, entre autres, d'origine d'émotions diverses, entre autres, dans celle de la colère. Ouais. Merci. Et de l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer aussi. Tout à fait. Merci à toi, Virginie. Oui, Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? À distance, non? On se parle tout le temps, alors, juste avant et depuis plusieurs années. Je me demande, est-ce qu'il y a un certain luxe de pouvoir exprimer la colère? Et on voit aujourd'hui une colère énorme contre nous, contre l'humanité, contre l'avortement, contre les minorités, contre les réfugiés, contre les activistes, contre les pauvres. Et semble-t-il qu'ils sont mobilisés, les partis politiques. Est-ce que c'est une colère contre la démocratie normative et le capitalisme? Et donc, on paie le nôtre. Ma question, c'est la même question depuis longtemps, mais quelques décennies, mais comment amorcer le dialogue? Évidemment, l'éducation est clé et fondamentale, mais les gens qui font ce qu'on n'aime pas, peut-être, je ne peux pas parler pour nous, mais il y a des gens qui font des choses, ils sont hautement mobilisés, ils sont en colère. Comment on peut, dans le sens de Bell Hooks, les parloteries, comment on peut trouver l'amour et la conscientisation pour avoir un dialogue? Parce que ce n'est pas intéressant d'avoir deux personnes en colère, chacun de leur bord. Mais c'est préoccupant maintenant au niveau politique et normatif que des gens qui sont plus en colère vont faire des choses qui vont réprimander davantage les gens qui sont colonisés. D'accord. Oui. Oui, vas-y. Tu voulais parler d'une autre question? Est-ce qu'il y aurait une autre question ou un commentaire? Peut-être je pourrais me permettre juste un petit commentaire. J'ai trouvé intéressant de découvrir que Platon considérait que une des trois parties de l'âme
était la colère qu'il associe. En fait, les 3 parties de l'âme, c'était la tête, la raison, le ventre, les désirs. Et le cœur, c'est la colère qu'il associe, la colère au thymos. Alors, le cœur qui palpite, le cœur qui est vital et qui est la source même de la motricité des choses, et de la dynamique de vie. Et en fin de compte, effectivement, à travers des écrits de divers auteurs, on découvre la colère, c'est comme la pulsion de vie, c'est celle qui mobilise, c'est celle qui, en fait, peut devenir structurante, si on peut dire, avec des termes bien contemporains, structurante d'un agir, en fin de compte, qui justement amène les changements. Donc, la colère est comme la première pulsion, justement, et en réaction face à des oppressions, face à des situations menaçantes, à risque, dangereuses. Et puis, bon, aujourd'hui, cette colère que l'on vit généralisée face à la constatation d'une situation de dégradation exacerbée de nos systèmes de vie. Donc, il y a quelque chose de vital qui est à risque et qui est en danger. Donc, effectivement, la colère est une pulsion fondamentale qui aussi est associée à la dignité de la vie, à la dignité humaine. D'ailleurs, justement, au Chili, c'était une des consignes clés, en fait, centrales. C'était conquérir la dignité, c'est une lutte pour la dignité. La colère est associée profondément à la dignité. Donc, voilà, c'est des éléments qui me paraissaient importants. Mais la colère, une colère qui peut être éclairante si on l'oriente dans cette perspective, mais qui peut être aussi aveuglante éventuellement. Donc, voilà le défi aussi en termes éducatifs, quoi, d'orienter cette colère. Voilà. Merci Isabelle. Mais en fait, c'était juste pour vous dire que j'ai l'impression que là, il y a, comme d'habitude, une réappropriation des termes, par des velléités autres que l'émancipation, la transformation, le vivre ensemble, etc. Il y a une réappropriation de tous les termes. Les concepts sont des instruments. Hein? On en a besoin pour se dire, justement. Hein? Et lorsque le concept est réapproprié est dérivé, est dévoyé par d'autres forces et nous perdons cet instrument-là. Nous perdons l'instrument. Alors, la colère est une émotion. Moi, je refuse de la laisser confisquer, par la droite ou l'extrême droite, etc. J'aime bien Audre Lorde, ce qu'elle dit. Elle dit, la haine est destructrice. La colère, elle est constructive. C'est une émotion, c'est organique, c'est vital, c'est fondamental, comme disait Isabelle. Et donc, on n'a pas à sacrifier notre colère pour ne pas être associé à d'autres qui sont en haine. Tu vois? Donc, c'est en ce sens-là que moi, je fais une distinction. Donc, gardons notre droit à la colère. Je parlais de devoir de colère tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un droit à la colère et gardons ce droit à la colère et ne nous laissons pas confisquer le concept de colère comme nous sommes en train de nous laisser confisquer le concept de woke, alors que woke, c'est quoi? C'est être éveillé aux injustices sociales, éveillé à l'oppression, éveillé aux injustices environnementales. On est en train de nous le confisquer et d'en faire quelque chose de négatif. Voilà. Merci, Jean. Il y a 2 questions, je pense, à distance. Question dans le bavardage d'Angela Doctor, bébé. Elle disait, ma question est pour Gina. Dans une perspective de décolonisation de la colère, comment une adulte devrait-il réagir face à la colère des enfants et des jeunes? Oui, c'est ça le doute. Je pense que déjà, je parlais d'éducation à la colère tout à l'heure, et je pense que l'éducation à la colère commence dès le berceau et se prolonge jusqu'à la tombe, puisque c'est une émotion, puisque c'est physiologique, c'est psychophysiologique. Et donc, l'idée, ce n'est pas de la répondre en blanc qu'elle ne peut pas exister, elle ne doit pas exister. Je dirais à Angela, l'idée, c'est de faire une éducation à la colère, ce qui veut dire déjà accepter que l'enfant est en colère.
il est en colère, pourquoi, elle est en colère, pourquoi, et comment il se sent, et comment, etc. Donc, je crois qu'il y a une éducation à la colère et malheureusement, on est tout de suite dans la répression, dans la punition à cause de l'embarras dont je parlais tout à l'heure, fort probablement. Et cette éducation à la colère, comme nous sommes dans un paradigme de colonialité, nous ne la faisons pas, nous ne l'avons pas. Bon, bien sûr, il y a des psychologues qui écrivent des livres, bon, comment aider votre enfant lorsqu'il est en colère, etc., etc. Mais je pense que ça devrait faire partie de notre éducation à la fois informelle, non formelle, à la maison, etc., mais aussi formelle, parce que nous avons aussi des colères au sein même de notre académie, dans nos assemblées départementales. Oups! Entre nous. D'accord? Et donc, cette éducation à la colère, Angela, je dirais, il faut la débuter dès le berceau et poursuivre cette éducation à la colère parce que, comme disait Yvette tout à l'heure, avec le temps, on change de période d'âge, on change de situation, etc. Et donc, on ne ressent pas la colère de la même manière, j'imagine, on ne la vit pas de la même manière et donc, on ne peut pas l'exprimer non plus, la transformer en pouvoir, vouloir, savoir, agir de la même manière. Et donc, c'est pour moi, l'éducation à la colère est une éducation tout au long de la vie. Merci Angela pour la question. Et Laurence, oui, aussi. On va aller avec Mélanie après. Moi, je voyais un défi justement du fait que la colère est une émotion, une pulsion, donc elle est transitoire, elle est passagère, on ne reste pas dans la colère toute une journée en général, hein. Il y a un événement, on est en colère, après bon. Donc, et dans l'accélération de nos vies, je me dis, là, je lis tel article dans le journal ou quelqu'un me raconte une situation où je la vis moi-même. Ah, sur le moment, je suis vraiment en colère, mais là, je m'en vais là-bas, il se passe ça. Puis là, rapidement, je suis passée, je suis rendue sur une autre émotion. Peut-être que je vais dans un état d'âme peut persister. Puis là, je me questionnais à savoir, est-ce que c'est l'indignation, disons, si je reste dans la... Ou c'est parce que tu as fait le parallèle avec l'anxiété, l'éco-anxiété. Hein? Oui. En ce moment, on parle beaucoup de ça. Puis je pense qu'il y a comme un spin là-dessus aussi dans les médias, puis on nous dépeint comme des gens qui avons peur et qui sont anxieux, puis je pense qu'on peut l'être aussi. En même temps que c'est ça, cette colère, on a la tendance, comme tu l'as très bien dit, à la supprimer, à la voir d'un point de vue un peu négatif. Mais je me dis, si cet état d'âme qui est l'indignation, puis je me questionne à savoir si vraiment on peut l'appeler tel quel comme un état d'âme, mais si on lui donnait davantage de place, de direction, d'espace, est-ce que ce serait aussi une voie pour sortir un peu du caractère un peu transitoire de cette colère? Une réflexion, là. Je ne me suis pas exprimée peut-être si clairement, mais ça me... Non, mais j'aime bien, tu nous amènes à creuser, à creuser davantage. Je dirais, si, par exemple, on parlait de vital, fondamental tout à l'heure, si vraiment elle touche ta colère à quelque chose de vital, de fondamental, elle va revenir, en fait. Elle va revenir. Bon, peut-être que tes activités ne te permettent pas de l'observer à ce moment-là, mais j'ai l'impression que lorsque quelque chose nous met en colère, ça ne se termine pas tant qu'on ne l'a pas exprimé de manière peut-être foudroyante, je ne sais pas, ou bien de manière plus transformatoire, émancipatoire, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle ne s'en va pas. Elle reste là. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Parce que si on ne peut pas l'exprimer, donc d'une certaine manière, on la tasse, on la réprime, etc. Et comme dit Audre Lorde, c'est que nous priver de cette colère nous prive aussi de notre pouvoir d'agir. Tu vois? Donc, à ce moment-là, mais si c'est réellement fondamental en ce qui concerne toi, ta situation, etc., moi, je pense qu'elle est là et d'une manière ou d'une autre, elle va revenir sous diverses formes à différents moments. Non? Je ne sais pas ce que ça te dit. Quand c'est fondamental, je pense qu'elle est là. Elle est là. Elle reste, tant qu'on n'a pas fait quelque chose de transformatoire, d'émancipatoire, avec cette énergie, information et pouvoir, je crois qu'elle reste là. Elle attend, elle est tapie, on supprime aussi, hein, on s'auto-réprime hein, en ce qui concerne la colère. Hein. Oui, il y a la colonialité, mais notre esprit est colonisé. Hein.
Donc, la colonialité imprègne aussi notre esprit. Et donc, nous avons tendance aussi, de gentilles femmes, de gentilshommes que nous sommes, bien éduqués, à nous réprimer beaucoup, réprimer notre colère. Et donc, il faut se poser la question aussi, est-ce que c'est moi qui suis en train de la réprimer ou bien est-ce que c'est que c'était passager tout simplement? Il y avait une question de Mélanie Champoux à distance. Je pense que maintenant, on peut l'entendre. On peut essayer, on active un son. Mélanie, je ne sais pas si tu veux essayer, sinon je vais le lire pour toi. Désolé. Tu peux activer le son à Mélanie ou elle. M'entendez-vous? Oui. On ne l'entend pas. On n'entend pas. Désolé, Mélanie, je vais lire la question pour toi. Mélanie a dit merci, Gina, pour ces propos qui résonnent fort, des propos qui allument mon amour radical et ma colère. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi l'expression de notre colère provoque peur, suspicion, inquiétude. Je comprends maintenant que la confusion avec la haine a quelque chose à y avoir. Cela me fait penser à la crainte qu'inspire le terme radical. Je cherche de quelle manière on peut, en tant qu'éducateur en environnement, comment on peut offrir un accès, une ouverture à l'expression de la colère des personnes apprenantes. Pouvons-nous le faire sans être capables de l'exprimer nous-mêmes en tant qu'éducateurs? Apprendre à habiter la colère pour y découvrir l'information qui s'y dissimule, les informations qui s'y dissimulent. L'écriture du poème me semble une stratégie porteuse. Oui, c'est ça. Ah, merci Hugues. Merci Mélanie. Merci Mélanie pour la question. Habiter la colère, hein, j'aime bien. J'aime bien aussi. Elle nous habite et donc nous pouvons l'habiter également. Encore une fois, je vais faire référence à Paulo Freire. Je crois que nous nous éduquons toutes et tous ensemble et donc je ne crois pas qu'il faille, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, professeur ou bien dans des organismes communautaires, en intervention, etc. Je ne crois pas qu'il faille se dire moi, je dois d'abord pouvoir toucher ma colère, utiliser ma colère, etc., pour pouvoir être en intervention ou bien en interaction. Etc. Je crois que comme je le disais tout à l'heure, c'est une éducation tout au long de la vie. Et donc, chaque moment, par exemple, le moment que nous sommes en train de vivre, chaque moment est précieux, en fait, pour s'éduquer ensemble à cette colère-là. Et pour revenir à la question d'Angela, je pense qu'au moment où notre enfant est en colère, je pense que notre enfant est en train aussi de nous éduquer à quelque chose. Hein. Donc, papa et maman et l'enfant sont aussi en train de s'éduquer et comme nous sommes en train de nous éduquer. Donc, je n'attendrai pas, parce que là, on se retrouve dans la colonialité encore. Si je dois attendre que moi, je sache bien gérer, ou j'aime pas le terme gérer, mais vivre ma colère, ou bien j'aime bien le terme de Mélanie. Si je dois attendre de pouvoir habiter harmonieusement ma colère, de manière à pouvoir en parler, de manière à pouvoir, etc. Bon, ben non, on est encore dans la colonialité, l'unidirectionnalité. Il y a quelqu'un qui sait, puis l'autre qui ne sait pas. Je pense qu'en toute humilité, on peut tout simplement accepter le fait que nous nous éduquons et que chaque moment d'interaction, quel que soit le contexte, est un moment précieux pour continuer à s'éduquer à la colère. C'est un processus et donc ce n'est jamais terminé. Et c'est tellement complexe et il y a tellement d'enjeux. Justement, comme disait Laurence tout à l'heure, il y a tellement d'enjeux. Et puis, il y a l'acceptabilité sociale qui n'est pas toujours au rendez-vous et il y a l'acceptabilité personnelle aussi qui n'est pas toujours au rendez-vous. On n'est pas fier de soi quand on ressent la colère, etc. On se sent coupable et tout. Et donc, soyons humbles, acceptons d'entrer dans le processus de l'éducation, le s'éducation à la colère. Nous nous éduquons toutes et tous ensemble à la colère, mais en toute humilité, c'est un processus. Alors, il vaut mieux s'accepter tel qu'on est, là où on est. Et puis, l'idée, c'est de cheminer ensemble. Je dirais. Merci Mélanie. C'est là-bas qu'il faut que tu dises. Sans doute qu'il y aurait ici à réfléchir sur la question de cette colère collective qui nous habite face à une réalité collective qui nous opprime et qui nous inquiète, qui nous fait peur aussi. Et qui nous fait peur. Donc, cette colère, comme cette pulsion collective qui est nécessaire à canaliser, je dirais, je ne sais pas si c'est les mots, quoique on risque de, peut-être lorsqu'on dit canaliser, c'est de les comprimer, mais plutôt de lui donner une orientation constructive dans la perspective de produire des transformations. Et en ce sens, je dirais, les défis éducatifs
de prendre ces points de départ, qui est cette révolte fondamentale que l'on ressent face à une situation, pour la transformer dans une action transformatoire, émancipatrice, où on se transforme nous-mêmes en transformant la réalité, dans les dires de Paulo Freire également, justement. Donc, voilà, la colère, compulsion vitale, mais pas pour rester là, collé là-dedans. Et je pense que peut-être ça pourrait être l'objet de notre conférence, les liens entre colère et conflit. En tout cas, c'est la question des conflits socio-écologiques est de plus en plus omniprésente dans la réalité actuelle. Et sans doute, c'est un phénomène contemporain qui nous préoccupe de plus en plus. Et là aussi, on constate qu'il y a des tendances et des écoles de pensée différentes qui voient les conflits comme quelque chose de fondamentalement négatif, et d'autres qui l'en voient comme la source même des transformations. Donc, et voilà, donc des beaux défis, je crois, sur lesquels on peut réfléchir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à distance ou en présence? Des commentaires, oui? Il y a un collègue. Ah oui, Roméo. Oui. C'est le même commentaire. Merci beaucoup. Moi, je suis en forme en colère, toujours. Et je mets actuellement ma recherche sur la colère quilombola au Brésil. Et en fait, je pense à Paulo Freire, non seulement dans la pédagogie des opprimés, mais quand il utilise dans la pédagogie des indignation, qui dit que la colère, c'est un droit. Et c'est un droit non seulement pour les cacher, mais pour rendre en évidence l'amour. L'amour pour l'égalité, la lutte pour l'injustice sociale. Et je l'ai même, j'utilise quand je parle des gens qui ont été kidnappés en Afrique et ont été envoyés en situation d'esclavage au Brésil. Ils ont développé cette colère pour créer les quilombos et qui vivent jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à exister. Et je crois vraiment, quand je l'utilise, cette phrase de français, je dis, j'ai le droit d'être en colère, d'exprimer, de l'avoir comme motivation pour mon combat, tout comme je le droit d'aimer. D'exprimer mon amour au monde, de l'avoir comme motivation de mon combat, parce que historiquement, j'ai vu l'histoire comme un temps de possibilités et non de détermination. Si la réalité était ainsi, parce qu'on disait que cela devait être, il n'y aurait même pas de raison d'être en colère. La colère, c'est vraiment en soi un besoin pour qu'on continue à aimer et à lutter contre les inégalités. J'ai vraiment apprécié ces rencontres d'aujourd'hui. Ça va vraiment un lien avec ma recherche. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce texte. Merci infiniment. Et pour revenir à Mélanie qui parlait de sa difficulté avec radical, hein, Paulo Freire nous propose l'amour radical et la radicalité n'a pas bonne presse ces jours-ci, mais radical, si on va à la racine de radical, ça veut dire racine justement. Et donc c'est l'idée d'un amour à la racine des choses, donc au-delà de nos différences culturelles, linguistiques, phénotypiques, etc., académiques, professionnelles, cet amour humain, hein, que lui, il associe aussi à la pédagogie. Hein. Il dit on ne peut pas être pédagogue sans cet amour radical. Et donc, l'idée de mettre les deux, en fait, colère et amour radical comme étant les deux faces d'une même médaille. Ouais. Merci encore. Il y avait une question? Roméo, bonjour Roméo, merci d'être là. Merci de la discussion qui, je trouve, à la fois touche des questions liées au personnel, l'environnement, mais aussi à la salle de classe. C'est une réflexion de faire qui fait écho à ce que j'ai entendu. C'est comment cette colère-là peut dépasser l'expression individuelle ou l'expression et arriver à un but de transformation. Et je me demandais si
Le travail de Sarah Ahmed avec ce qu'elle appelle la complainte, faire une plainte peut être une voie. Tu as déjà exploré ça, si tu as déjà réfléchi à cette question. On ne l'a pas mentionné, mais en soi, surtout à l'intérieur des institutions ou des causes sociales, la colère peut exprimer, mais si elle passe et il n'y a rien, il n'y a pas de changement qui se fait, il y a une structure qui puisse aussi. Oui, merci Roméo. En fait, Audre Lorde l'aborde aussi. Parce que pour Audre Lorde, quand elle parle d'information, d'énergie, etc., ça doit, et la reprise de pouvoir sur soi, ça doit déboucher sur des solidarités plurielles. Bon, naturellement, de son point de vue de féministe, et aussi en ce qui concerne le genre, bon, etc. Donc, pour elle, il faut cette solidarité plurielle. Donc, d'abord entre les femmes, entre les divers genres, etc. Mais pour elle, le pouvoir d'action ne peut advenir dans un cadre uniquement strictement individuel. Ce pouvoir d'action a besoin justement de se lier à d'autres, à travers des solidarités plurielles pour mieux se vivre, pour mieux se déployer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Isabelle aussi, à travers ses travaux, on a besoin de structures, non? De structures de recherche, de structures de formation, de structures de collaboration entre divers secteurs sociaux, etc., pour mieux, comment je pourrais dire, pour mieux vivre cette colère, mais de manière collective plutôt qu'individuelle, et pour mieux déboucher sur un pouvoir d'action. Oui, je suis tout à fait d'accord. La dimension, et c'est pourquoi je pense, quand je parle de transformation, je le mets à l'échelle collective. Et quand je parle d'émancipation, je le mets à l'échelle individuelle. Et pour moi, les transformations sociales ne peuvent advenir seules. Il faut que les individus aussi s'émancipent. Et l'émancipation des individus ne peut advenir si la société elle-même ne fournit pas justement les structures, les possibilités, les ressources, les opportunités aussi. Tu vois? Donc, transformation collective et émancipation individuelle, pour moi, oui, ça va ensemble aussi, tout à fait. Et d'où l'idée de développer de nouvelles solidarités aussi, plurielles, dans ce pluriversel dont parle Quijano, Dussel et aussi Édouard Glissant. Le pluriversel, donc non plus un universel qui exclut l'autre, d'accord, mais un universel, mais un pluriversel, justement qui invite, qui est inclusif des voix autres, tout à fait. Donc, le terme solidarité demeure clé, je pense, avec la colère. Alors, merci de le mettre en évidence. Tout à fait, je suis d'accord. Merci d'être là, Roméo. Merci beaucoup, Gina. Il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, je crois que si Gina est d'accord, on pourrait peut-être fermer un petit peu cette fenêtre, mais c'est à vous de poursuivre l'ouverture et d'explorer de l'autre bord et de tous les bords pluriels pour continuer donc dans cette réflexion. Ce sont des questions aussi de si grande signification actuelle qu'on ne peut pas passer à côté, et surtout nous qui portons ce défi et ce rôle d'éducateurs, donc de contribuer à conduire, à accompagner, à dynamiser, à médiatiser, en fait, voilà, donc nos rapports avec les autres. Si je peux me permettre, oui. Je vais juste te dire, je pense que dans cette colonialité que nous essayons de combattre à travers des voies, des perspectives, à travers ce nouveau paradigme de décolonialité, il faut reconnaître, même ici dans l'académie, dans le cadre d'une université, il faut reconnaître que nous avons été piégés. Nous avons été piégés par un fameux René Descartes. Ce cartésianisme qui nous amène justement à invalider tout ce qui est le rapport au corps, tout ce qui est le corps. Et la colère est très associée au corps, elle émane du corps à la fois physiologiquement dans les battements du cœur, la respiration, etc. La colère est anatomique, on change le visage, etc. La colère est
physiologique, la colère est psychologique. Et cette invalidation du corps, cette invalidation de tout ce qui est associé à la déraison, à l'irrationalité, hein, au profit seul de cette sacro-sainte rationalité, je pense que nous avons été piégés. Alors, dans ce paradigme de décolonialité, nous devons aussi peut-être nous mettre aussi à cette réconciliation entre le corps et l'esprit, le corps et l'âme, le corps et le cœur, comme tu disais, parce que ces philosophes des siècles derniers, ils nous ont bien ancrés, bien imprégnés dans la colonialité. Et on voit que maintenant, ça n'a plus de sens. Et donc, remettre en question et puis essayer justement de marier raison et pourquoi pas des raisons, rationalité et irrationalité. Et le corps, on dit, je ne sais plus qui a dit, le corps est le temple de l'être. Hein? Le corps est le temple de l'être. Alors, vous imaginez la violence exercée lorsque le corps est supprimé, invalidé, disqualifié. Et ça, notamment, dans l'académie, nous sommes bons pour supprimer le corps. Alors, repensons à tout cela également. D'ailleurs, bientôt, on va avoir un séminaire sur justement femmes, corps et territoire. Donc, on va aborder sans doute un peu ces questions aussi. Puis bon, sur ce, merci beaucoup à chacune et chacun qui sont venus jusqu'ici, ceux qui sont aussi à distance avec nous. Merci. Nous vous rappelons que les Centraires, il y a une programmation scientifique qui se poursuit toute l'année et prochainement, nous avons d'autres activités. Mélanie travaille très fort à la communication. C'est elle, en fait, à la source de tout cet effort de diffusion de nos activités. Nous le remercions infiniment. Samuel qui nous accompagne à la technique aussi, merci beaucoup d'être toujours là. Et bien sûr, notre indispensable puis précieux Hugues qui a les fils de tous les dossiers et qui s'assure que tout fonctionne comme il montre. Merci et merci infiniment, merci Gina. Isabelle.